Bienvenue dans la seconde partie de cette édition Soir d'Info. Nous avons le grand plaisir et je dirais même le privilège de recevoir le professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ex-secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES et ancien président du comité national de pilotage des assises de l'éducation et de la formation, entre autres responsabilités et distinctions. Professeur Abdou Salam Sall, bonsoir. Bonsoir Souleymane. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de la situation dans les universités du Sénégal et plus particulièrement de la crise des bourses qui se traduit par des affrontements récurrents entre les étudiants et les forces de l'ordre, notamment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et à l'UGB. Professeur, nous voudrions d'abord avoir votre avis sur la décision prise hier par le conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar d'autoriser le recteur à requérir les forces de sécurité pour assurer justement la sécurité des personnes, protéger les biens et garantir la continuité des activités scientifiques et pédagogiques sur le campus. Pensez-vous que ce soit de nature à ramener le calme ou au contraire jeter de l'huile sur le feu? Comment un recteur gère-t-il ce dilemme? Bon, le recteur n'a fait qu'appliquer les textes. Le recteur ne peut pas prendre des décisions sans l'aval du conseil académique. Et même s'il prenait des décisions dans l'urgence, il est tenu de réunir le conseil académique et de l'en informer. De mon temps, c'était le conseil restreint. Il fallait avoir l'avis du conseil restreint ou de l'assemblée de l'université. Et quand il y a urgence, tu prends tes responsabilités. Maintenant, au niveau du campus, je dois avouer que je suis très loin du campus maintenant, mais je suis encore dans les réseaux, dans les groupes de discussion, et beaucoup de collègues se plaignent. Ils n'arrivent pas à sortir de leur bureau, chacun a peur, etc. Et des réunions sont annulées, etc. Donc le campus, il y a un gros problème. Et si, comme eux, ils sont dans le milieu, parce que le conseil académique regroupe l'ensemble des forces de l'université, s'ils jugent que mieux vaut sécuriser. J'ai vu des images circuler sur les réseaux à propos de l'office du bac. J'espère que c'est des fake news. Sinon, c'est très très grave. Oui, il y a des images assez impressionnantes. Moi, j'espère que c'est des fake news. J'espère que c'est des fake news, sinon c'est très très grave. Parce que la dernière fois que l'université avait été incendiée, j'étais de ceux qui pensaient que c'était un coup, etc. Mais si structurellement, les manifestations des étudiants, c'est ça, il faut qu'on s'interroge, nous autres Sénégalais. Ce sont nos fils qui sont à l'université. Comment ça se fait? Moi, en tout cas, mon enfant n'ose pas incendier quoi que ce soit. Il faut qu'on revoie... Questionner l'éducation. Je questionne la responsabilité de la société. Je questionne la responsabilité de la société. Vous savez, c'est très simple. Si l'université... D'aucuns pensent que l'université appartient à l'État. C'est faux. L'université appartient à la société. Oui. Il appartient à la société de protéger l'université et de défendre l'université par une intelligence collective. L'intelligence collective, ce n'est pas seulement les académiques. L'intelligence collective, c'est d'abord les gouvernements et ses démembrements, c'est le secteur privé, c'est naturellement l'académique avec l'ensemble de ses composantes, mais c'est aussi la société civile. Il faut que sur les questions de fond, qu'on puisse discuter. Je vous ai amené, en venant, j'ai amené un ouvrage sur la gouvernance universitaire. À la page 60, je parlais déjà des dispositifs alternatifs pour les allocations des étudiants. De présenter la couverture de ce livre, qui est sorti en 2017. C'est ça. Mais au Sénégal, les gens essaient d'anticiper sur des questions structurelles, donc à la page 60, vous évoquiez déjà... J'évoquais déjà que nous allons droit vers le mur et qu'il faut des solutions alternatives. Et il est important, dans tous les pays d'un certain niveau, il y a des consensus sur certaines questions. Au niveau de l'enseignement supérieur, vu les attributs de l'enseignement supérieur pour le développement du Sénégal et de l'Afrique, nous devons bâtir un consensus. J'ai entendu, pour m'en réjouir, des interventions de certains députés de l'opposition. Il me semble que les choses soient mûres aujourd'hui pour qu'on mette en place un dispositif quadripartite
et qu'on réfléchisse sérieusement sur le financement de l'enseignement supérieur et qu'on réfléchisse aussi sur les allocations des étudiants. Est-ce qu'il est logique? J'ai demandé avant de venir un peu ce qui a été payé comme bourse l'année dernière. J'ai été impressionné de voir qu'ils ont dépassé les 88 milliards. Mais le ministre a dit que cette année... Ils vont à 99 milliards. Mais mieux, le ministre des Finances dit qu'on a déjà payé 104 milliards alors qu'il reste encore un mois avant la fin de l'année. Je dis que pendant... D'abord, si vous regardez le tableau, chaque mois, il y a des omissions qu'on corrige. Chaque mois. Ça veut dire que le rythme d'inscription est continu, premièrement. Deuxièmement, nous savons tous qu'au niveau des universités, notamment de Dakar, les années se chevauchent. Il est temps qu'on s'arrête un peu et qu'on prenne des décisions pour repartir sur un bon pied. C'est pas acceptable. Les enseignants font tous les efforts possibles et imaginables pour rattraper. Après, il y a un mois de grève. Après, il y a fermeture de l'université. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? L'ancien ministre en charge de l'enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, qui est passé au ministère de l'Environnement, au début de son ministère, avait à cette époque-là parlé de rationalisation du calendrier et avait même stabilisé un calendrier. Pourquoi est-il si difficile justement d'avoir une année universitaire normale, sans chevauchement? Parce qu'un calendrier universitaire ne se règle pas au sommet. Un calendrier universitaire se règle à la base, là où il y a les filières, et là où on peut dialoguer avec les collègues, là où on peut bâtir des consensus. C'est des choses très difficiles. Si vous avez été attentif, l'Université de Dakar, quand on l'a géré, on a fait des réformes très profondes. Beaucoup, oui. Des réformes profondes. Oui. Mais on n'a pas pris le bâton. On a réfléchi. On a fait des débats contradictoires. De temps en temps, on avançait. De temps en temps, on attendait un peu que ce soit mûr. Par le dialogue, parce que c'est l'université le plus faible, le moins diplômé à le bac. Alors, il faut utiliser les intelligences. Et c'est comme ça qu'on peut bâtir une université. Maintenant, il y a eu des perturbations politiques qui ont impacté l'université. Il y a eu une massification pas maîtrisée. Ça, c'est notre responsabilité. J'ai été secrétaire général du SAES. Nous étions pour que tout le monde accède à l'université. Et je ne le regrette pas du tout. Parce qu'il y en a qui ont accédé et qui s'en sont sortis. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse. Moi, j'ai eu la bourse, j'ai fait mes études. J'ai une position sociétale acceptable. De quel droit est-ce que mes enfants doivent avoir la bourse? Donc, il faut qu'on ait un pays équilibré. Au moment où on donne 100 milliards de bourses, il n'y a pas un seul franc pour la recherche, à part les voyages d'études et les primes de recherche. Or, les missions de l'université sont en mutation. L'université, aujourd'hui, on nous demande de créer l'activité économique. Donc, nous devons agir sur l'imaginaire de tous les étudiants pour qu'ils puissent inventer, créer, pour qu'ils puissent se battre pour entreprendre eux-mêmes. Je schématise, vous l'avez dit dans une de vos interviews passées avec d'autres confrères, que en vérité, ce que l'université doit chercher à faire, c'est de produire de futurs employeurs et pas seulement de futurs employés. C'est ça sa vocation. Avec la réforme LMD. Beaucoup me disent adéquation, formation, emploi. Un grand industriel nous disait: occupez-vous du savoir et de la rationalité. La compétence technique, je peux m'en charger. Parce que répéter un geste à l'identique, même les robots le font maintenant. Donc le problème, ce n'est pas les formations en soi. Oui, il faut les adapter. Mais le problème de fond, c'est l'économie. C'est comment ouvrir le marché en permanence. Regardez, ils vont m'excuser, mais tous les patrons des banques, mais ils n'ont pas fait banque et finance. Ils ont fait droit, ils ont fait économie, ils ont eu des positions, et aujourd'hui, ce sont des stars. Donc, le problème, c'est le marché. Il faut l'ouvrir. Maintenant, si on parle de la rationalisation des ressources, il faut qu'on s'entende. Au moment où l'État met 100 milliards sur les bourses des étudiants, au même moment, l'État a du mal à terminer les infrastructures,
L'État a du mal à équiper les laboratoires. L'équipement lourd, n'en parlons pas. La recherche... Aujourd'hui, il y a une nouvelle mission qui prend de plus en plus de place, c'est-à-dire l'innovation qui part de la science au marché, où on doit apprendre des anglo-saxons comment ça fonctionne. Ça, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent là-dessus. Donc, il faut, pour moi, il est temps que d'abord, ici, pour sortir de la crise, comme les deux parties ne parlent pas le même langage, qu'on ait des médiateurs. L'Université de Dakar a eu un excellent médiateur, Bouba Diop. Il peut autour de lui avoir d'autres médiateurs, même les anciens recteurs peuvent aider, pour qu'on regarde les positions, pour qu'on concilie les positions. Mais il faut qu'on crée un groupe de travail quadripartite, où il y a le gouvernement, où il y a le secteur privé, où il y a l'académie, y compris des étudiants, des représentants des étudiants, et il y a la société civile. Est-ce que ce ne serait pas... Qu'on leur demande de nous produire un document sur les ressources financières des étudiants. Les gens ont peur de l'alternative des crédits aux étudiants. Alors, comme ça se passe aux États-Unis et dans d'autres pays. Partout dans le monde, ici dans l'ouvrage, il y a plusieurs institutions, plusieurs pays qui ont mis en place ce dispositif et qui marchent. Des crédits bancaires aux étudiants à charge pour eux de rembourser quand ils auront un travail. J'ai été invité par un think tank en 2011 en Italie avec des collègues américains. On réfléchissait sur le financement alternatif de l'enseignement supérieur en Afrique et on a proposé la création d'une banque pour l'éducation. Dans les assises de l'éducation, on l'a proposé, mais le gouvernement ne l'avait pas retenu. Mais nous, en tant qu'enseignants, nous sommes en train de nous battre pour créer cette structure. Mais nous commençons par la coopérative d'épargne et de crédit de l'éducation. Bon, j'appelle, vous m'excusez, le marketing, il faut quand même que les enseignants achètent des parts, s'ils veulent qu'on s'en sorte. Mais il y avait 3 missions. Il y avait une mission pour le personnel, il y a une mission pour les collectivités décentralisées et une mission pour les étudiants. Et les étudiants, c'était pour leur crédit et aussi pour leur business. Parce qu'on n'attend plus des étudiants qu'ils restent là à chercher un emploi, mais qu'ils créent de l'emploi. C'est dans ce cadre que vous aviez mis en place l'incubateur à l'université. Et j'étais surpris que... moi, j'ai quitté l'université en 2010, enfin le rectorat. Il y a des collègues qui n'étaient pas au courant qu'on avait créé l'incubateur. Exactement. Donc, il y a un gros problème de travail, de fond, de communication. Et on a besoin de vous pour que, pas à chaud, mais calmement, qu'on puisse avoir des créneaux horaires pour discuter sur des choses de fond qui font avancer ce pays. C'est un de vos dada, puisque vous avez produit un article scientifique justement sur la presse spécialisée sur les questions d'éducation. Mais je voudrais qu'on revienne point par point sur ce que vous venez de dire. Sur la bourse, êtes-vous plutôt du côté de ceux qui pensent qu'il faut quand même repenser le système, qu'il n'y a pas de sujet tabou, qu'on peut parler d'une refonte qui impliquerait que certains étudiants n'aient pas la bourse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceux dont les parents peuvent prendre en charge totalement les frais qu'implique leur éducation supérieure, que cela n'ait pas forcément accès à la bourse et que les bourses soient concentrées sur ceux qui le méritent et qui en ont vraiment besoin. Est-ce que pour vous, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table? Non, non seulement il faut discuter, mais il y a urgence à discuter. Il faut discuter, particulièrement dans l'enseignement supérieur, tout doit être discuté. Il n'y a pas de sujet tabou. C'est la raison pour laquelle on a les franchises universitaires et libertés académiques. Exact. Donc, le monde n'est pas figé. Le monde bouge. Mais la question des bourses est très complexe. Très sensible. Mais complexe. Si je vous dis qu'il y a des étudiants, quand ils reçoivent leur bourse, ils commencent d'abord par envoyer de l'argent à leur famille. Exact. C'est très, très complexe. Il y en a qui l'utilisent comme argent de poche, comme mes enfants. Il y en a d'autres, c'est un besoin vital pour la famille. Donc, nous devons réfléchir. On dit les plus brillants, on n'a qu'à leur donner les bourses. Nous, on prend nos enfants, on leur achète, on leur paie des répétiteurs, on les paye tout, ils sont premiers et est-ce qu'ils sont les plus brillants?
Donc il faut faire attention. Il faut équilibrer. On a besoin des deux. On a besoin de ceux qui sont brillants, on a besoin de ceux qui sont moins brillants. Mais tout le monde, la bourse, c'est une affaire très récente. Hein. C'est une affaire très très récente qui date de 2003, 2004. Avec le président Abdoulaye Wade qui a généralisé. Et qui malheureusement, et moi je sais de quoi je parle, qui voulait revenir sur la question parce que la décision a été prise sans étude préalable. On a dit que ça coûte rien. Attends, même le dispositif de bourse tel que c'est fait dans le système francophone, dans le système français, concernait un petit nombre d'étudiants. C'est ça. Aujourd'hui, avec la massification, ça ne marche pas. Personne n'a les moyens pour cela. Donc, il faut trouver un système hybride où il y a des bourses pour soutenir les plus brillants et ceux qui sont dans le besoin, énorme. Et après, mais il ne faut pas laisser les autres dans le vide parce que une étude a montré que les ressources financières des apprenants étaient très déterminantes dans les réussites des apprenants. Donc, il faut un dispositif de financement alternatif. Ce qu'on a vu dans le monde, c'est les crédits aux étudiants. Or, les crédits aux étudiants, c'est un parrainage de l'État avec une structure privée. Nous leur proposons la Banque pour l'éducation ou la BNDE ou quelque chose d'autre. Quand on a fait l'étude en 2011, quand j'allais dans le think tank avec les collègues américains, j'ai écrit à un certain nombre de banques. Je vais citer la BICIS parce que c'est la BICIS qui m'avait reçu. Qui est devenue sous nos banques. Qui m'a dit, pour les étudiants qui sont dans les filières où le taux de placement est élevé, je ne demande pas de garantie. Pour les étudiants qui sont dans les filières où le taux de placement est problématique, j'ai besoin de garantie. Or, on m'a dit, ok, les fils de pauvres ne peuvent pas avoir de garantie. J'ai dit si. Les fondations des universités se substituent à leurs parents pour leur garantir le crédit. Ou l'État lui-même d'ailleurs. Quand c'est l'État, personne ne rembourse. C'est ça que montrent les études. Maintenant, toutes les universités commencent à avoir leur propre fondation. Mais Souleymane, je n'ai pas vu ton nom et ton chèque au niveau de la fondation de l'UCAD. J'étais à la réunion initiale quand vous l'avez... Alors, tout de suite, je vous promets. Avec Ablaïder, on disait, moi je disais 100 000, maintenant je rabaisse. J'ai dit, chaque diplômé, chaque personne qui passe par l'UCAD n'a qu'à donner 10 000 par an. Je vous promets, malgré les difficultés... On est 1 million, on est 200, 300 000 ou 500 000, si chacun donne 10 000 francs, est-ce que vous voyez ce que ça fait? L'université peut mettre de l'argent en dépôt de la fondation et garantir tous les... les gens me disent, est-ce qu'ils vont travailler? J'ai dit, on fait un pari sur le futur, qu'on va s'en sortir, que tout va se développer. Mais à condition qu'on prépare les jeunes à bien gérer l'argent, etc. Professeur, pourquoi vous n'êtes pas entendu? Vous plaidez ça depuis des années et des années. J'ai eu le privilège de participer à des réunions que vous avez organisées quand vous étiez recteur et quand vous lanciez toutes ces réformes-là, la fondation, justement tous ces dispositifs, toute cette ingénierie et d'autres choses dont vous ne parlez pas maintenant, mais même l'utilisation des ressources de l'université comme levier financier pour lever des fonds au niveau des banques, etc. Pourquoi tout ça n'est pas suivi d'effet et surtout pourquoi ça ne mobilise pas justement la communauté universitaire pour en faire une réalité? Est-ce que c'est la communauté universitaire qui est le problème ou les gouvernants? Parce que les gens ont peur des réformes. Et tout est politisé. C'est pour cela que je demande un consensus sur l'enseignement supérieur. Tout est politisé. Je vois des articles incendiaires sur les bourses, malgré les efforts du gouvernement. Donc, pour moi, par contre, je suis très content d'avoir entendu un certain nombre de députés de l'opposition qui disent que réfléchissons quand même et essayons d'améliorer le système. Mais ce que vous appelez de vos voeux, comment ça s'articulerait avec ce que vous avez déjà mené de main de maître, c'est-à-dire les assises de l'éducation et de la formation dans les années 2013-2014. Comment ça s'articulerait? Non, il y a eu une réflexion sur l'enseignement supérieur avant. C'est l'avenir de l'enseignement supérieur qui a été défini par
qui était dirigé par Souleymane Bachir Diagne, que je salue au passage. Oui, on réfléchit beaucoup. On met en œuvre difficilement. Or, la mise en œuvre et l'évaluation de la mise en œuvre, c'est ça qui permet d'avancer. Quand on était au rectorat, chaque année, il y a un compte rendu de l'Assemblée de l'université, des activités de l'université. Et toutes les présentations, on les met immédiatement sur le web, pour que nul n'en ignore. De ce fait, il y a une pression sur les gens. Il y a mon ami Abdoulaye Sakho qui dit que je parle de la tension qui doit exister dans les universités, mais c'est une tension pour avancer. C'est une tension pour créer des choses. Et il est possible de réformer. Mais il faut que l'on dise, OK, pour l'enseignement supérieur, bâtissons un consensus. Qui que ce soit qui gouverne, il gère comme on l'a inscrit dans le consensus. Mais sinon, tout est politisé. Au moment où toi tu fais des efforts pour faire avancer les choses, le Premier ministre reçoit les étudiants et déroule le tapis rouge. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes concrets, en termes institutionnels, en termes de structure, pour justement organiser ce dialogue nécessaire en vue d'un consensus sur ces questions complexes, difficiles certes, mais sur lesquelles il faut quand même arrêter quelque chose, sinon c'est une fuite en avant, on continuera à avoir cela dans les années qui viennent. Non, tout de suite et maintenant, je crois, s'il est possible, de demander aux étudiants une suspension de le mouvement de 15 jours, qu'on mette en place un comité de médiation qui va rapprocher les positions. Parce que le gouvernement te dit, moi je vais payer les bourses de l'année scolaire 2025-2026, les étudiants leur disent, attention, tu nous dois de l'argent. Donc il faut qu'on s'entende sur ça. Il faut qu'on dépasse ce point. Mais après, il faut que le comité quadripartite réfléchisse pour mettre en place un dispositif sur les ressources financières des étudiants qui comporterait des bourses, des sponsorisations, des crédits, une batterie de mesures qui permettent à l'étudiant de faire son travail, y compris, parce que quand on crée un dispositif de crédit, mais beaucoup d'étudiants iraient s'inscrire dans le privé. Parce que c'est dans le privé que le taux d'encadrement est meilleur. C'est parce que dans le privé qu'il y a des formations qui sont beaucoup plus en concordance avec les besoins du marché. Bien qu'à l'Université de Dakar aussi, et dans toutes les autres universités, on a des offres vraiment méritoires. Mais et payantes. Il y a aussi des offres payantes et on a mis beaucoup d'éthique dans cette affaire, au point que certains ont cru que l'université pouvait s'autofinancer, ce qui n'est pas le cas, c'est pas vrai. Donc, et on sortirait avec des mesures où on fait un débat ouvert. Le comité quadripartite passe à la télé périodiquement, informe de l'avancée des choses, et parce que finalement, c'est pas aux étudiants de décider si on donne à la bourse tout le monde ou pas. C'est la société qui doit dire, OK, voilà ce qui est équitable, voilà ce qui n'est pas équitable, voilà ce qui n'est pas juste, etc. Mais si on laisse les académiques avec les étudiants, ce face-à-face-là est mortel. Concrètement, vous demandez la suspension des manifestations, des affrontements pour 15 jours au minimum de la part des étudiants, et ensuite que justement cette coalition un peu quadripartite des acteurs, en tout cas, y compris. Il y a deux choses, deux étapes. Un, il faut qu'on passe le cap qu'on a là. Ce cap, on le passera si on nomme des médiateurs, que les étudiants suspendent le mouvement de grève, que les policiers sortent du campus. Ça, c'est les mesures d'urgence. Parce que tout de suite et maintenant, les gens se retirent et les gens discutent. On ne va pas dire que les médiateurs ne vont pas faire tout accepter au gouvernement. Ce qui est juste et logique pour passer le cap, peut-être qu'ils vont l'accepter. Mais justement, parce que les étudiants, sur cette question-là, ils ont des lignes rouges, ils veulent qu'on leur paye tout le passif, apurer le passif. Mais c'est pour cela que si on a un débat ouvert, où on donne l'information aux populations, ce sont les parents même qui vont dire, mais attends, ça, il faut l'accepter. Soyez raisonnable. Soyez raisonnable. Mais une fois qu'on aura dépassé ce cap, on réfléchit, on met un groupe quadripartite
qui doit réfléchir sur les allocations des étudiants. Et ce groupe va travailler sur la base de ce qui existe dans le monde et va nous proposer des canevas pour que chaque étudiant ait des ressources, ou la bourse ou le crédit, et qu'ils puissent assumer leurs études, mais aussi où il y a un dispositif qui permettra aux étudiants d'entreprendre et de créer leur propre activité, donc d'ouvrir le marché et d'avancer. En tout cas, il y a une très bonne base de travail. C'est toutes les propositions que vous avez faites dans cet ouvrage, dans un ouvrage précédent et les articles que vous avez produits sur la question. Je profite de ce passage pour parler de cet appel à l'apaisement et au dialogue constructif dans la crise universitaire lancé par la Commission nationale des droits de l'homme et du Sénégal, qui encourage les étudiants à exprimer leurs revendications de manière pacifique, qui rappelle que le droit à l'éducation est un droit fondamental, qui réaffirme sa disponibilité totale à contribuer à toute initiative de médiation, d'écoute et de concertation pouvant favoriser une sortie de crise rapide et durable. Donc vous avez déjà des oreilles attentives. Voilà. C'est bien. La présidente est universitaire, elle comprend bien les enjeux. Mais même si on crée une commission, moi je mettrai des gens de l'opposition là-dedans pour que pour que ce soit transparent, pour que les gens puissent avancer. Parce qu'il faut qu'on sorte de cette crise-là. On ne peut pas compter sur l'énergie et les capacités de nos étudiants et obérer comme ça les années universitaires, c'est très difficile. En filigrane, il y a des problèmes de fond dont vous avez parlé abondamment ces dernières années. C'est aussi la structure de la population estudiantine, avec une très grande majorité de gens qui viennent de l'enseignement général et une partie assez limitée venant de l'enseignement technique et professionnel, et les filières aussi. Des étudiants qui vont en très grande majorité dans les filières littéraires et très peu dans les filières scientifiques. Pour ce que vous voulez faire, c'est-à-dire former des étudiants qui, pour schématiser, sont aptes à créer des entreprises, à les diriger, à créer des emplois, peut-on le faire avec une telle structure de la population des étudiants? Oui, définitivement. Parce que quand même, le système a beaucoup bougé. Les gens ont fait beaucoup d'efforts, mais n'ont pas communiqué sur les efforts. Aujourd'hui, dans les ISEP, c'est des bac plus 2. Mais où on prend un étudiant qui avait fait littérature, un bac littéraire, et qui devient un technicien pour l'énergie renouvelable, qui devient un technicien pour le froid, qui devient un technicien pour la mécanique automobile. Parce que tout ce qui est technique, c'est des tâches, tu les répètes à l'identique. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. Il n'y a pas besoin d'abstraction très très élevée. J'ai ma fille qui est actuaire. Quand je lui dis, bon, dans ton travail d'assurance, est-ce que tu utilises les maths? Elle me dit, j'utilise les règles de 3. Donc, quand au fond... Et ce n'est pas l'image qu'on a de l'actuaire qui est... Voilà, qui fait des dans choses l'imaginaire est un matheux, quoi. Des matheux très poussés. Oui. Ils font des maths très poussés. Mais qu'est-ce qu'ils utilisent, en définitive? Donc, mais cette abstraction qu'on leur fait faire, c'est pour inventer. On ne demande pas à tout le monde d'inventer. On demande à certains de faire des tâches. C'est pour cela que moi, je suis contre qu'on me dise adéquation, formation, emploi. Non. Développons le savoir. Aujourd'hui, avec le développement de l'IA, développons les techniques pour aller chercher l'information. Et il appartient au monde industriel. Et ça, il faut qu'on rapproche le monde industriel du monde universitaire. Par exemple, je disais à mon épouse, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une immersion de tous nos étudiants dans le monde de la production? Même s'ils vont dans un champ pour cultiver de temps en temps, ça change totalement les donnes. J'ai une nièce qui avait fait ça en France. Quand on lui a dit, bon, qu'est-ce que tu retiens? Elle dit, non, attends, avant d'acheter quelque chose, je le traduis en heures de travail. Donc, il est important que nos enfants puissent être conscients qu'ils peuvent changer les choses. Tout jeune Américain se lève, dit, je vais faire ça, ça, je vais changer le monde. Que fait l'Africain? Ouais, bonne question. Je vais voir mon oncle Suleiman, est-ce qu'il va m'aider? C'est pas possible. Non. Il faut qu'on recapacite. Il faut qu'on agisse sur les imaginaires. Les gens pensent que les bacs littéraires, etc., je dis,
qu'il ait le bac. Et après, on peut remodeler, on peut... Maintenant, si on informe nos enfants des finalités des formations, les enfants vont faire les efforts pour faire les études scientifiques. Et là aussi, ça marche par endroits parce que tout simplement, les anciens de ces établissements sont retournés dans les établissements. Exact. Je peux nommer le Britannique militaire, mais on me dit que c'est un cas à part. Je vais nommer le lycée Blaise Diagne. Depuis que les anciens du lycée Blaise Diagne se mobilisent autour du lycée Blaise Diagne, les choses s'améliorent. Limamoulaye, avec des élèves qui sont devenus des ingénieurs. Les gens viennent de se réunir. Le collège Pyrrhus qui maintenant fait 100%, et où tous ces élèves ont hâte de revenir pour s'imprégner. Donc, c'est à nous de nous donner la main. Susciter des vocations. La société doit porter l'éducation. Les meilleurs représentants à cet effet, c'est les diplômés de la société. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est épuisé, mais je voudrais vous poser deux questions rapides. Une sur le SAES, qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent, sur cette crise-là, et on se demande pourquoi. Est-ce que vous avez une idée? Et j'ai posé les deux en même temps. La deuxième question, elle revient sur vos propositions. C'est comment on les opérationnalise. Qui prend l'initiative? Qui pose le premier acte par rapport à ce que vous voulez faire? Bon, je dois dire que pour le SAES, les camarades ont des procédures de décision, mais de temps en temps, mieux vaut que le SAES ne parle pas, parce qu'il y a des collègues qui sont très très fâchés vis-à-vis de ce qui se passe au niveau du campus. Et ils ne sont pas seuls, il y a les PATS aussi, les personnels administratifs, techniques et de services. On avait une réunion demain, les gens l'ont annulée à cause des gaz lacrymogènes. Donc que le SAES ne se... Vous le comprenez? Non, heureusement, parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. D'accord. Maintenant, c'est au niveau de votre radio d'ailleurs que Seydi a donné l'idée qu'on a partagée. C'est dans les zones. Les autorités sont informées, les gens savent. Et puis, le problème de fond, c'est que dans ce pays, les gens savent qui peut apporter quoi. Mais je ne sais pas, les gens sont frileux, ne sont pas mobilisés. Il y a tellement de retraités compétents qui dorment chez eux. Les anciens recteurs... C'est triste ce qui se passe, mais tout le monde a la volonté de contribuer. J'espère que notre appel sera entendu et les choses diront que c'est parti de TFM. N'est-ce pas? J'espère. C'est tout le mal que je nous souhaite en tant que société sénégalaise. Merci encore une fois, professeur Abdou Salam Sall, professeur émérite de chimie inorganique. De chimie inorganique, on travaille sur des choses absolument intéressantes. C'est le rôle des métaux dans l'organisme humain. N'est-ce pas? Pendant que vous êtes en train de respirer, là, il y a un transport d'oxygène par les molécules qui vont des poumons jusqu'aux muscles. J'espère que la société... Avec le fer qui aide à catalyser ça. N'est-ce pas? J'espère que la société sénégalaise tirera le plus grand profit de votre grande expérience de la vie en général et de la vie universitaire en particulier. Merci encore une fois. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur la TFM. Au revoir.